Bonsoir à tous et merci de votre présence pour cette nouvelle session des Mardis d'Ictus consacrée à la doctrine sociale de l'Église et aux problèmes économiques et sociaux contemporains. Donc merci à ceux qui ont fait l'effort de venir ici rue des Renaunes, merci à ceux qui sont en direct avec nous par visioconférence. Et je salue également tous ceux qui vont nous regarder en différé. Je pense que ce soir le plus grand nombre nous verra en différé. Parce que j'imagine que le match de foot Real Sociedad contre Paris Saint-Germain fait une forte concurrence également. Alors ceux qui sont en différé, vous pouvez aussi suivre le score en même temps. Si vous avez des indications à me donner, n'hésitez pas, parce que j'aime beaucoup le football. Mais nous ne sommes pas là pour le football, nous sommes là donc pour parler aujourd'hui d'un sujet qui est au cœur de la doctrine sociale de l'Église, qui est l'option préférentielle pour les pauvres, justice et charité. Avant de débuter, quelques annonces. Le numéro de permanence du premier trimestre est paru. Donc l'intelligence artificielle, le grand vertige, avec deux grands témoins, Éric Salobir, qui est dominicain, qui est en quelque sorte le monsieur nouvelle technologie du Vatican, et qui réfléchit beaucoup à ces questions, et Emmanuel Brochier. Emmanuel Brochier est doyen de l'Institut de philosophie comparée et travaille notamment dans ses domaines de recherche sur les conséquences sociales, philosophiques, anthropologiques des nouvelles technologies, transhumanisme et notamment l'intelligence artificielle. Donc le grand vertige de l'intelligence artificielle, je vous invite à le lire. En tant qu'inscrit au Mardis d'Ictus, vous êtes abonné à permanence, puisque la permanence, l'abonnement est inclus dans le prix de votre inscription à la session sur l'année. Lorsque la session sera terminée, n'oubliez pas de renouveler, bien sûr, votre abonnement à la revue Permanence qui éclaire les grands enjeux contemporains. Nous comptons sur vous. Alors aujourd'hui, l'option préférentielle pour les pauvres, justice et charité. Je vais vous faire un enseignement ou un topo en trois parties. Deux premières parties qui découlent directement du sujet. Nous allons d'abord réfléchir à la notion d'option préférentielle pour les pauvres. Qu'est-ce que ça signifie? Une deuxième partie, justice ou charité. Il y a un débat là, donc on va essayer d'éclairer les principaux enjeux du débat entre justice ou charité, justice et ou charité. Et une troisième partie qui sera davantage consacrée aux problèmes français contemporains. Et je vais essayer de donner des éléments de réponse à la question vers quels pauvres sommes-nous envoyés aujourd'hui? Donc en termes d'action, d'orientation d'action du moins, sinon d'action concrète, vers qui sommes-nous envoyés aujourd'hui pour faire vivre cette notion d'option préférentielle pour les pauvres? Donc dans préférentiel, il y a ce mot préférence. J'ai regardé la définition dans le dictionnaire, c'est toujours bien de définir les termes pour savoir de quoi on parle. Le Larousse nous dit que la préférence est l'action de préférer quelqu'un ou quelque chose, de le considérer avec plus de faveur que d'autres, et c'est le sentiment de quelqu'un qui préfère quelque chose ou quelqu'un. Et préférer, c'est considérer quelqu'un, quelque chose avec plus de faveur que d'autres, le choisir plutôt que quelqu'un ou quelque chose d'autre. Donc j'ai deux remarques sur cette notion de préférence. D'une part, il y a cet aspect de sentiment, d'une part, et d'action, d'autre part. La préférence n'est pas seulement un sentiment, j'ai un sentiment de préférence pour, mais aussi relié en général à une action, agir avec préférence. Et le deuxième aspect, c'est bien sûr un aspect de hiérarchisation et de priorisation, de définition de priorité. Comment l'Église catholique définit-elle, quant à elle, cette notion d'option préférentielle pour les pauvres? Dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église, la notion d'option préférentielle pour les pauvres est présente dans le chapitre 4. Le chapitre 4 traite des grands principes de la doctrine sociale de l'Église. Donc c'est inclus dans les grands principes, c'est-à-dire il y a le bien commun, la destination universelle des biens, la subsidiarité, la participation, la solidarité. Et l'option préférentielle pour les pauvres est une sous-catégorie de la destination universelle des biens que nous avions traité ici, je crois que c'était Bruno de Saint-Chamas, en séance numéro 2. Et donc cette notion est reliée à la question de la destination universelle des biens, dont je vous rappelle le principe sommairement, c'est que nous sommes légitimement propriétaires des biens que nous avons acquis au cours de notre vie ou hérités.
Mais ces biens, nous en sommes propriétaires non pas pour notre seul usage exclusif, mais aussi pour les autres et pour le bien de la société. Définition du compendium. Je vous lis un extrait du compendium. Le principe de la destination universelle des biens requiert d'accorder une sollicitude particulière aux pauvres, à ceux qui se trouvent dans des situations de marginalité et, en tout cas, aux personnes dont les conditions de vie entravent une croissance appropriée. Première citation. Deuxième citation. C'est une option ou une forme spéciale de priorité dans la pratique de la charité chrétienne dont témoigne toute la tradition de l'Église. Elle concerne la vie de chaque chrétien en tant qu'il imite la vie du Christ, mais elle s'applique également à nos responsabilités sociales et donc à notre façon de vivre, aux décisions que nous avons à prendre de manière cohérente au sujet de la propriété et de l'usage des biens. Les sources évangéliques de cette tradition de l'Église, puisque c'est la tradition de l'Église de ce point de vue, à sa source tout simplement dans l'Évangile. Alors il y a le fameux chapitre 25 de Matthieu 25, qui nous dit « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait », donc qui est un des célèbres les plus fameux de l'Évangile, et qui résume en quelque sorte tout l'Évangile. « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait ». Et on voit d'ailleurs dans cet Évangile que c'est une notion qui est décisive pour nous et qui est décisive notamment pour notre salut, puisque en Matthieu 25 est décrit ni plus ni moins que la matière du jugement particulier que nous aurons. Avons-nous pris soin du plus petit et donc pris soin du Christ? Et vous vous souvenez que cette partie de Matthieu 25 est assez effrayante aussi, puisque ceux qui n'ont pas pris soin du plus petit sont condamnés, en quelque sorte. Hein. Il dit « Venez les bénis de mon Père » à ceux qui disent « Mais quand avons-nous pris soin de toi ?» Il dit « Quand vous l'avez fait au plus petit ». Et il leur dit « Venez les bénis de mon Père ». Et il y a la suite où il dit à ceux qui n'ont pas pris soin de lui, qui lui ont dit « Mais quand est-ce que nous n'avons pas pris soin de toi ?» Il a dit « À chaque fois que vous ne l'avez pas fait, au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et il les condamne. Donc on voit cette matière du jugement, et ça dit que nous traitons un sujet qui est de la plus haute importance. Et on trouve aussi ça dans les béatitudes. « Heureux ceux qui ont soif de justice, car ils seront rassasiés. » Et quand on dit rassasiés dans la bouche du Christ, ce n'est pas simplement au plan matériel, mais c'est aussi en termes d'accomplissement humain, terrestre, mais surtout, aussi et surtout, en matière de destinée éternelle, la justice parfaite étant promise par le Christ pour l'éternité après la fin des temps. Donc on voit bien que dans ces définitions du compendium de la doctrine sociale de l'Église, on a à la fois une dimension individuelle, personnelle, et aussi une dimension sociale, collective, et enfin une dimension spirituelle qui n'est pas neutre et qui est même décisive pour notre avenir éternel. Donc si on veut articuler les choses, on pourrait les résumer en disant que l'homme sera jugé sur la charité, dans sa dimension personnelle, que cette charité personnelle a une dimension sociale et des conséquences sociales pour tous, pour la société et pour les autres, que la société a besoin de citoyens qui exercent la vertu de charité, c'est un besoin pour la société de pouvoir s'appuyer sur des personnes qui font preuve de vertu, et notamment de cette vertu de charité, mais aussi, et ça c'est dans l'enseignement constant de l'Église, un élément très important, que l'homme a besoin de la société pour exercer les vertus. C'est-à-dire que si la société est organisée de telle manière que les hommes et les femmes qui sont les citoyens soient plutôt conduits ou incités à pratiquer la vertu plutôt que le vice ou l'égoïsme, eh bien une société bien organisée, une société conforme à la loi naturelle, va porter les gens à exercer davantage la vertu que le vice, et l'homme a besoin de la société pour s'améliorer et pour exercer la vertu. C'est un peu l'inverse de Rousseau, on en avait parlé je crois dans une séance. Rousseau il dit « l'homme naît
bon, en fait, et bon par nature, et c'est la société qui le corrompt. Alors que dans la logique chrétienne, c'est l'inverse. Je ne dis pas que l'homme naît mauvais, mais il naît marqué par le péché originel. Et puis derrière, il va être éduqué dans la première société qui est la famille, se polisser, etc., pour pouvoir pratiquer les vertus. Et c'est la vie sociale, la vie collective, qui va le conduire progressivement vers le bien, vers le bon, plutôt que vers le mal. Donc de la forme donnée à la société dépend aussi, c'est ce que disait le pape Pie XI, je crois, de la forme donnée à la société dépend aussi le salut des âmes, en quelque sorte. D'où l'importance de la question sociale et des questions politiques dans le christianisme, qui n'est pas une simple spiritualité désincarnée des réalités humaines. Donc si on veut résumer ce qu'il y a dans le compendium, je vais vous faire cette autre citation qui montre bien qu'il y a une vision qui, à la fois, qui est très réaliste des choses et non pas utopique. Je cite le compendium. « D'une part, le réalisme chrétien apprécie les efforts louables faits pour vaincre la pauvreté. De l'autre, il met en garde contre les positions idéologiques et contre les messianismes qui alimentent l'illusion d'éliminer totalement de ce monde le problème de la pauvreté. Cela n'adviendra qu'au retour du Christ, quand il sera de nouveau avec nous pour toujours. Entre-temps, les pauvres nous sont confiés, et c'est sur cette responsabilité que nous serons jugés à la fin. Notre Seigneur nous avertit que nous serons séparés de lui si nous omettons de rencontrer les besoins graves des pauvres et des petits qui sont ses frères. Nous retrouvons dans tout cet enseignement de l'Église ce qu'on a vu plus haut dans les définitions même du Larousse, la dimension action et la dimension aussi du sentiment. C'est-à-dire qu'on va agir parce qu'on est mu, d'une certaine manière, par un sentiment qui nous pousse à agir vers le bien et un désir profond. Et puis cette notion de priorisation et de hiérarchisation. C'est là qu'on peut dire un mot de la difficulté que nous pouvons avoir avec la notion de préférence, par exemple. On sait bien que dans une famille, on n'aime pas beaucoup les enfants n'aiment pas beaucoup que les parents aient des préférences ou manifestent une préférence pour l'un ou l'autre. C'est un sujet très très sensible, hein, je crois. On dit lui c'est le chouchou, ou elle c'est le chouchou, etc. Lui tu le grondes et moi pas pour la même chose. Moi tu me grondes et pas lui pour la même chose, etc. Donc on voit bien combien les enfants sont sensibles à cette question de la préférence, très flattés quand ils sont préférés et très blessés, blessures narcissiques terribles quand ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas le préféré. Donc est-ce que cette préférence est bonne ou mauvaise? Eh bien cette préférence, elle est une priorité qui est donnée aux pauvres, mais elle ne signifie pas que nous ne devons pas nous soucier de toutes les autres personnes qui composent la société, quel que soit leur niveau de fortune, leur position sociale, etc. D'ailleurs, dans l'Évangile, on voit bien que le Christ s'occupe d'abord des plus pauvres, et c'est vrai qu'il est suivi énormément par plein de pauvres, on pourrait dire des traînes savates, quoi, qui s'accrochent au Christ parce qu'il est bon avec eux, et qu'ils sentent qu'il peut les sauver, les guérir, etc. Et il a cette immense sympathie pour ces traînes savates, que je le dis avec affection. Et nous sommes un peu des traînes savates aussi qui courent après le Christ. Mais ça ne veut pas dire que le Christ et l'Église, le christianisme se désintéressent des autres catégories. D'ailleurs, Jésus s'adresse aussi, par exemple, au jeune homme riche. Il l'appelle aussi le jeune homme riche dans la parabole du jeune homme riche. On voit aussi qu'il appelle le collecteur d'impôts, qui s'appelle Zachée, si je ne me trompe pas. Il dit « je veux venir chez toi aujourd'hui », etc. Donc le collecteur d'impôts est très très riche parce qu'il se sert sur la bête. Et quant au jeune homme riche, il l'appelle et le jeune homme riche repart tout triste, dit l'Évangile, parce qu'il avait de grands biens. Parce que Jésus lui a dit « mais vends tout ce que tu as et suis-moi », ce qui est difficile. Et je suis assez frappé par cette notion de « il repart triste parce qu'il avait de grands biens », ce qui est contraire ou ce qui peut être contre-intuitif par rapport à ce que nous cherchons dans cette vie où on veut quand même posséder des biens, ce qui est légitime, mais où un trop grand attachement aux biens nous éloigne. Et on connaît cette image donnée sur le trou de l'aiguille et le chameau qui passera plus facilement que le riche.
Voilà. Donc cette préférence est là, et il faut la prendre en termes de priorité, mais certainement pas en termes d'opposition des différentes classes sociales. La question des classes sociales doit être abordée, parce que c'est un élément aussi important dans ce qu'enseigne l'Église. L'Église reconnaît que dans les sociétés, il y a des catégories sociales, et qu'il y a une hiérarchie sociale. C'est-à-dire, elle ne dit pas qu'il est mauvais en soi qu'il y ait des hiérarchies sociales dans une société, donc des gens qui sont là pour gouverner, des élites politiques, intellectuelles, littéraires, économiques, et des gens de conditions plus modestes. Et l'Église a une sorte de réalisme anthropologique, en ce sens où elle constate que l'homme animal social, en fait, est organisé, agit de telle manière, selon sa nature, que de toute manière, il y a des classes sociales. Et, oui, Jacques ? Oui, mais elles doivent servir. Et elles doivent servir, exactement. Quant aux élites, elles doivent servir. C'est toute la responsabilité qui s'attache à ceux qui doivent servir, à qui il est demandé davantage, et qui seront, semble-t-il, jugés plus durement. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que le catholicisme écarte l'illusion ou même l'utopie d'une société sans classe, qui est dans l'utopie marxiste. Et le but d'arriver à une société sans classe, hein, c'est théorisé par Marx, est une utopie. C'est un lieu qui n'existe pas, c'est un lieu qui n'existe nulle part. Donc celui qui poursuit une utopie poursuit quelque chose qui n'existe pas et fait beaucoup de dégâts. Et l'expérience concrète du communisme, d'ailleurs, a confirmé que ça avait provoqué beaucoup de dégâts. Et le terme dégâts est un euphémisme, bien entendu. Et l'Église récuse également la notion de lutte des classes. Elle reconnaît qu'il y a des classes sociales. Elle ne dit pas qu'il n'existe pas d'intérêt de classe. Il en existe bien sûr, on le voit. On ne va pas nier qu'il existe parfois des intérêts de classe. Elle ne nie pas qu'il puisse exister des rapports de force, parfois, entre les classes sociales. Elle ne nie pas que parfois une classe sociale puisse ne pas servir. Au contraire, comme dit Jacques, elles doivent servir, servir ou servir mal ou ne pas servir, refuser de servir pour accaparer la richesse. Donc ça, l'Église le reconnaît. D'ailleurs, dans la première encyclique sociale, Rerum Novarum, le pape a des propos, Léon XIII a des propos très très durs envers ceux qui s'accaparent toutes les richesses et qui laissent le plus grand nombre dans l'indigence. Hein. Et il parle de cette plutocratie qui écrase. Donc tout cela, l'Église dit oui, ce sont des choses qui existent. Cependant, elle récuse totalement l'idée que le moteur de l'histoire puisse être ce rapport de force et une lutte des classes, pensée en plus par le marxisme comme un système et comme un processus historique qui doit s'accomplir inexorablement. Non, l'Église, elle dit les classes sociales existent, les classes supérieures, les plus élevées dans la hiérarchie sociale, sont au service des autres, elles doivent servir, comme dit Jacques, et cela, on ne peut pas le renverser. Donc c'est de là que vient la notion du bien commun. Il y a un bien commun, il y a des intérêts de classe, mais il y a aussi un bien commun à poursuivre et une responsabilité commune de tous les citoyens, quel que soit leur niveau social. Donc le catholicisme appelle à la coopération en fait, des classes sociales plutôt qu'à la guerre des classes, et c'est la notion même de bien commun. Les besoins de tous ne sont pas écartés, au contraire, ils sont promus. La société est faite pour tous, elle n'est pas seulement faite pour les pauvres, elle est faite pour tous. Elle est structurée en vue du bien de l'ensemble et elle a le devoir de porter une attention prioritaire aux plus pauvres, aux plus fragiles, tout simplement, si j'ose dire. Donc voilà comment je pourrais résumer dans ces 20 premières minutes d'intervention la notion d'option préférentielle pour les pauvres. Deuxième point, justice ou charité. Et ça, c'est un élément important du sujet. Le grand débat entre justice et charité. Donc c'est justice et charité, justice ou charité. Les choses peuvent-elles être articulées? C'est un débat qui a été très fort et qui, dans les années notamment 50-70, 1950-1970, et si je resitue le contexte, on est dans des années où le marxisme domine intellectuellement le paysage.
Donc la grille de lecture marxiste de la lutte des classes domine le paysage intellectuel dans de nombreux pays, dont la France. Et cette domination du marxisme a de l'influence aussi dans le catholicisme. Pas tant dans ce qu'enseigne l'Église, dans son magistère, que chez des militants catholiques ou des catholiques très engagés, des laïcs, et dans le clergé aussi, oui, tu as raison, Henri, et dans le clergé aussi. Par exemple, dans tous les mouvements d'action catholique, la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne, la Jeunesse agricole chrétienne, etc., et dans les associations caritatives. Et à ce moment-là, arrive dans le catholicisme un grand débat et même une guerre menée contre la notion de charité. Et voici la charité qui est quand même au cœur du christianisme et de la chrétienté, remise en cause comme le diable, presque comme le diable. Le cœur de la critique, c'est que la charité, c'est la façon pour les dames de charité, c'est dit avec beaucoup de dédain, hein, les petites dames de charité, là, toutes les personnes, par exemple, qui ont été mises en mouvement par Saint Vincent de Paul, qui s'adressait beaucoup aux femmes de la bourgeoisie et de l'aristocratie, pour qu'elles soient utiles à l'ensemble de la société, qu'elles servent les pauvres. Eh bien ça, c'est tourner en dérision et même diaboliser comme un mouvement pour se donner bonne conscience. Je possède beaucoup de biens, mais je me donne bonne conscience que j'ai mes pauvres et j'ai mes œuvres, hein, comme on dit. Donc ça, c'est la bourgeoisie qui donne le spectacle de sa vertu et qui s'admire dans le spectacle de sa vertu. Et on entend dénoncer le paternalisme, le fait d'être en surplomb par rapport aux pauvres, un sentiment de supériorité vis-à-vis des pauvres, et même le don qui est fait aux pauvres de nos biens serait une manière de les humilier. C'est-à-dire donner, c'est humilier, d'une certaine manière. Et surtout, dans le cœur de la critique, et là on voit davantage la dimension idéologique, au-delà de la critique on va dire personnelle, la disposition d'esprit, c'est que la charité est le prétexte à se passer de la justice sociale. On fait la charité pour ne pas avoir à assurer la justice sociale. C'est ce que disent ceux qui veulent diaboliser la charité. Et ils disent que la charité devient même, d'une certaine manière, un instrument du système d'oppression capitaliste destiné à perpétuer la fabrique des inégalités, et que c'est le prétexte rêvé, c'est une accusation grave, hein, pour éviter d'avoir à agir sur les structures sociales, économiques et politiques pour assurer la justice sociale. Et donc le discours, il dit non, 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 il ne faut pas donner par charité, il faut donner en justice ce qui est dû à chacun. La justice, le principe, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. En soi, c'est presque entendable de dire, mais attendez, si c'est dû en justice, pourquoi appelez-vous ça charité? Si vous appelez ça charité, c'est que forcément, vous avez un autre projet. Et dans cette logique qui est venue du marxisme, il faut évacuer la charité, particulièrement parce que la justice future étant le fruit d'un rapport de force entre classes, grille d'analyse marxiste, et de la lutte des classes. Dans cette guerre des classes, la charité n'a pas sa place, puisque si on y met la charité, les gens ne se feront plus la guerre. Et dans cette idéologie, il faut qu'il se fasse la guerre entre riches et pauvres, entre possédants et indigents, entre bourgeois et prolétaires. Donc on évacue ce mot de charité, et de manière assez véhémente, hein, dans de nombreuses associations caritatives. Et il y a une association en France qui s'appelle le Secours catholique, qui est quand même le service de la charité de l'Église de France depuis après la Deuxième Guerre mondiale, dont la fondation avait été confiée à un prêtre qui s'appelle Jean Rodin, R-O-D-H-A-I-N, qui était ancien aumônier des prisonniers de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et Jean Rodin, qui est le fondateur du Secours catholique, se trouve pris dans tous ces débats qui ont lieu au sein du Secours catholique. Et le voici qui monte au front, il remet son casque de poilu presque, pour aller défendre la charité. Et c'est ainsi qu'il va permettre au Secours catholique de garder cette notion de charité, là où d'autres l'abandonneront complètement, comme le CCFD par exemple,
Comité catholique contre la faim. Et pour le développement, alors Jean Rodin, avec sa verve, il y va. Il dit « La charité d'aujourd'hui, c'est la justice sociale de demain ». Il dit « Charité, c'est un mot périmé. Sont seuls périmés les cerveaux embrumés qui ne savent plus trouver de saveur à cette réalité pleine de jeunesse et d'avenir, l'actuelle charité. » Et il cite saint Paul « La foi et l'espérance passeront, la charité ne passera pas. » Et il défend des évidences sur cette notion de charité qui font presque se boucher les oreilles à ceux qui sont imprégnés par la doctrine marxiste. Mais quand je dis se boucher les oreilles, hein, parfois c'était vraiment le cas. C'est-à-dire qu'il y en a qui se bouchaient les oreilles, hein, qui ne voulaient pas entendre. Et lui, il défend quelques évidences. Il dit que la justice et la charité sont liées. Il dit qu'on peut tendre vers une société juste et qu'il faut tendre vers une société juste, mais qu'il ne faut pas rêver de construire une société parfaitement juste. Une société parfaite n'existe pas. Il dit que nous ne cherchons pas à construire une société parfaite, nous n'y arriverons pas et nous ferons beaucoup de dégâts. C'est toujours la notion d'utopie. Et il explique que même dans la société la plus juste, imaginons qu'on arrive à faire une société d'un niveau de justice absolument inégalé à travers les siècles et l'histoire des civilisations et des nations, et bien même dans cette société, il y aura toujours des pauvres à aimer et des pauvres à servir, et toute société aura toujours besoin du don. Du don, le don du pain, bien sûr, qui n'est certainement pas à négliger, c'est la base, mais aussi le don comme amour, comme charité. Charité signifie amour. On se souvient de Caritas in Veritate du pape Benoît XVI, qui bien expliqué que la notion de don était au cœur de la notion de charité. Donc le don, le mot grec, c'est agapé, le don. Et donc, pour nous, pour les catholiques, tout ça s'articule avec dans le cadre d'une dimension politique de la charité. La charité a une dimension politique et articule justice et charité. Je vais vous faire deux citations. La première du compendium de la doctrine sociale de l'Église. La pratique de la charité ne se réduit pas à l'aumône, mais implique l'attention à la dimension sociale et politique du problème de la pauvreté. L'enseignement de l'Église revient constamment sur le rapport entre charité et justice. Quand nous donnons aux pauvres les choses indispensables, nécessaires, nous ne faisons pas pour eux des dons personnels, mais nous leur rendons ce qui est à eux. Plus qu'accomplir un acte de charité, nous accomplissons un devoir de justice. Les pères conciliaires, là c'est une citation d'un document du Concile, du Concile Vatican II, les pères conciliaires recommandent fortement d'accomplir ce devoir de peur que l'on offre comme don de la charité ce qui est déjà dû en justice. Donc cela, le fait qu'on doive donner en justice ce qui est dû aux gens n'est absolument pas nié par l'assistance de l'Église sur la notion de charité, mais elle est articulée plutôt que d'être opposée. Et Jean Rodin lui-même dit, pour travailler au développement, à l'époque c'était la grande question du développement des pays du tiers-monde qui était au cœur des débats, c'était surtout le développement du tiers-monde. Pour travailler au développement, il faut un cœur vivant, un cœur éveillé, un cœur animé par quoi? Ni par un moteur, ni par une mécanique, animé par un amour. Et même si aux hommes, on leur procure ce qu'il est dû en justice, votre cœur veut aller au-delà et donner plus encore. C'est un cœur animé par une vertu. Cette vertu a un nom précis, la charité. Le mot vous fait peur, vous n'avez pas peur d'une souris, et vous avez peur d'un mot. C'est ce qu'il a dit dans un congrès devant les secours catholiques, devant ceux qui voulaient la peau du mot charité. Et donc il la défendait avec verve et avec talent, mais avec bon sens. Ce qu'il dit est, à mon avis, des choses de bon sens. Ça signifie que le procès qui a été fait à l'Église, ou qui est fait parfois encore à l'Église, le procès historique qui est fait à l'Église de promouvoir la charité pour éviter de faire advenir la justice, est démenti, totalement démenti, à la fois par son enseignement, comme on vient de le voir, mais démenti surtout par son histoire. Donc ce qu'enseigne l'Église, on l'a vu, mais c'est confirmé aussi par l'histoire. L'Église n'a jamais manqué de susciter, ou les chrétiens, des œuvres de charité, bien sûr, ou des œuvres caritatives. Hein. Sans l'Église, il y a une époque où
l'éducation, c'est l'Église, l'éducation nationale, c'est l'Église, la santé publique, les hôpitaux, tout était l'Église. Maintenant, ils ont remplacé l'Église. Mais donc, et toutes les œuvres de charité, dans le christianisme, n'ont jamais négligé d'essayer d'agir sur les causes de la pauvreté quand c'était possible. Oui. Le Christ a prévenu, des pauvres, vous en aurez toujours parmi vous. Et le Christ a dit, des pauvres, vous en aurez toujours parmi vous. Absolument. Ouais, oui. Et c'est le cas, on voit bien que des pauvres, nous en aurons toujours parmi nous. Et le témoignage aussi au XIXe siècle, où il y a une question sociale quand même très cruelle qui se posait avec la révolution industrielle. On a pris des paysans, des hommes, des femmes, des enfants dans les fermes pour les faire travailler à l'usine, dans des conditions qui n'étaient pas dignes. Eh bien, des catholiques sociaux se sont levés pour défendre la classe ouvrière, contre les abus d'exploitation, le mot peut être utilisé, et on constate bien que ces catholiques sociaux, on va prendre Albert Demain par exemple, ils n'ont pas seulement, ils ont fait des œuvres de charité, ils ont organisé des œuvres caritatives, déjà ils ont commencé par ça, mais après qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé, et ils y sont arrivés, d'ailleurs ils y sont parvenus, d'agir sur les lois. Donc toute cette histoire dément cette espèce d'opposition justice-charité. Albert Demain, il a été député, et son travail inlassable de député pendant X années, je ne sais plus combien de temps il a été député, il a mis sa statue encore à l'Assemblée nationale. C'est une figure très importante de l'Assemblée nationale au XIXe siècle. Donc on est dans les années de Rerum Novarum, justement, donc dans les années 1870, 1880, 1890, par là. Eh bien, Albert Demain a passé son temps à promouvoir des lois sociales pour empêcher les abus qui étaient faits dans les conditions des populations ouvrières. Donc la démonstration est faite, et c'est là que le débat qui est venu dans les années 50-70 accusant encore l'Église, et puis par des catholiques eux-mêmes, était déjà démenti par l'histoire. C'est idée ubuesque que si on fait la charité, on ne voudra pas agir sur les causes de la pauvreté et on ne voudra pas de justice sociale. Eh bien, c'est faux. C'est faux, et c'est faux sur le plan intellectuel, et c'est faux sur le plan pratique, puisque, comme on dit, c'est QFD. Ce qu'il fallait démontrer, la meilleure démonstration, ce sont les faits, c'est le réel. Comme on dit, le réel est supérieur à l'idée. Et ben, quand l'idée est bonne, et ben, généralement le réel confirme l'idée. Donc là, les deux sont en consonance, en bonne consonance, je ne dirais pas parfaite parce que rien n'est parfait, mais il y a une bonne consonance entre ces notions de justice et de charité. Et le troisième point, je voudrais actualiser un petit peu les choses, puisqu'on a pour ambition de cerner les grands problèmes aussi contemporains. Et je me suis posé la question, vers quels pauvres sommes-nous envoyés aujourd'hui? Ah oui, c'est une question importante. Qui sont les pauvres vers qui nous sommes envoyés aujourd'hui? Et alors je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'un pauvre déjà? Une question. J'ai entendu, c'était à la radio, je crois que c'était sur RMC, aux Grandes Gueules, ils avaient le débat sur qu'est-ce qu'un riche. Il y a beaucoup de débats sur qu'est-ce qu'un riche aujourd'hui. Il y en a qui disaient un riche, c'est celui qui gagne plus de 3 800 € par mois. Un autre disait non, c'est plutôt 4 000, un autre 6 000, etc. Un autre qui disait non, un riche, je ne sais plus quel milliardaire a défini le riche en disant le riche, c'est celui qui vit avec les intérêts de ses intérêts. Oui, on peut trouver beaucoup de critères pour définir le riche. Même si on sait un peu intuitivement qu'un riche, c'est quelqu'un qui possède quand même beaucoup de biens et à qui peut arriver même quelques misères professionnelles ou d'affaires et continuer et ne pas être en péril de ne plus avoir de quoi se nourrir. Alors, mais qu'est-ce qu'un pauvre? Dans le Larousse, ils disent c'est celui qui a peu de ressources financières, peu de biens. Et le Larousse donne des synonymes. Je vous les donne. Désargenté, fauché. Alors, plus littéraire. Impécunieux, indigent, miséreux, nécessiteux. Indigent, cette notion est intéressante. L'indigent, c'est celui à qui il manque le nécessaire. Vraiment, à qui il manque tout ou partie
du nécessaire. Donc, à mon avis, parce que là, c'est pas un enseignement, je ne me fais pas le perroquet, comme je viens de le faire précéder dans les deux parties présentes de la doctrine sociale de l'Église, mais c'est une réflexion que je vous propose et vous pourrez la compléter parce qu'elle sera forcément incomplète et imparfaite. Mais il me semble qu'on peut distinguer dans cette notion de pauvreté les deux aspects, ceux qui ont peu de ressources financières et l'indigent, c'est-à-dire celui qui manque du nécessaire. Ça n'est pas la même chose. De gagner peu de sous, d'avoir du mal à joindre les deux bouts, et d'être indigent, miséreux, c'est-à-dire vraiment de ne posséder rien ou presque rien, d'être en extrême pauvreté. L'indigent, c'est celui qui, si personne ne fait rien pour lui, il est guetté par la sous-nutrition ou la malnutrition. Donc, en France, pour définir la pauvreté, on a défini ce qu'on appelle le seuil de pauvreté. Alors, le seuil de pauvreté est fixé par convention à 60% du niveau de vie médian de la population. Le niveau de vie médian, ce n'est pas le niveau de vie moyen, ce n'est pas une moyenne, mais c'est la moitié qui est au-delà du seuil et la moitié qui est en dessous d'un seuil. Hein. On partage en deux, en nombre de personnes. Donc 60 millions de Français, 30 millions d'un côté, 30 millions de l'autre, il y a une médiane. Et aujourd'hui, le revenu disponible qui fixe le seuil de pauvreté, donc qui est le revenu disponible médian, est de 1 158 € pour une personne seule. Il est de 2 432 € pour un couple avec 2 enfants de moins de 14 ans. Donc, je vous donne ces deux exemples, pour une personne seule et pour une famille. Donc ça, c'est ce qui est appelé le seuil de pauvreté. Et on voit tout de même que, selon ce critère de seuil de pauvreté, qui est donné par l'INSEE, on a en France 9 millions de personnes qui sont sous ce seuil de pauvreté. C'est beaucoup, 9 millions de pauvres, dans une société qui en compte 65 millions. Aujourd'hui, du moins. Et on va revenir dessus, mais c'est beaucoup. Seulement, c'est là que la distinction me paraît importante. On a 9 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté, mais on n'a pas 9 millions d'indigents. Vous voyez ? Dieu merci, je dis. Hein. On n'a pas 9 millions d'indigents et de miséreux. Donc on a 9 millions de personnes qui ont, et là on revient à la définition du Larousse, peu de ressources financières. Et qui, bien sûr, de ce fait, ont besoin d'aide. Et cette notion des indigents, on voit bien que dans les pays développés, le nombre d'indigents a largement chuté. Et dans l'histoire, même partout à travers le monde. Par exemple, en France, aujourd'hui, globalement, on ne meurt plus de faim. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de quoi se nourrir, acheter de la nourriture, peut trouver en France un moyen de se nourrir. En ce sens, je dis, en France, on ne meurt plus de faim. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi s'acheter à manger, mais ils trouveront des structures sociales, de l'aide, ou des œuvres de charité, ou autres, pour trouver un repas. Ça n'a pas toujours été le cas. Jadis, c'était un risque réel, hein, le problème de la faim. À l'époque où 90% de la France était rurale, et on va dire, on va parler des temps anciens, quoi, pas 15e, 16e, 17e siècle, 18e siècle, jusque-là, quand il y avait des mauvaises récoltes, il y avait des vraies famines. Il y a vraiment des enfants qui devenaient rachitiques, des gens qui mouraient de faim, etc. Il y a des vraies famines, et les pouvoirs publics n'arrivaient pas à trouver une solution pour la masse des indigents, qui devenaient indigents du fait des mauvaises récoltes, et il y avait une famine dans le pays. Et aujourd'hui, cette réalité-là n'existe plus. Il n'y a plus de famine en France, et il y en a même, on vit une prospérité générale qui est beaucoup plus forte, et puis on a installé aussi tout ce qui est, ce qu'on appelle les amortisseurs sociaux, donc qui font qu'il n'y a plus cette difficulté. Et dans le monde aussi, ça évolue largement, même s'il y a beaucoup de pays pauvres encore. J'ai trouvé ce chiffre en 2 siècles, entre 1820 et aujourd'hui,
En 1820, 90% de la population mondiale vivait en situation d'extrême pauvreté. 9 personnes sur 10. Et aujourd'hui, c'est un peu moins de 10% de la population mondiale qui vit en situation d'extrême pauvreté. Là, je parle. Après, des gens qui ont peu de ressources, et la moitié de l'humanité, c'est des gens qui vivent avec peu de ressources. Donc, on a changé le changement d'époque avec la modernité, les progrès, le développement technique, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des mauvaises récoltes, mais on trouve des solutions. Fait que on avait l'impression que c'était inscrit dans la condition humaine, en fait, l'extrême pauvreté pour le plus grand nombre. L'indigence pour le plus grand nombre a été pendant des millénaires et des millénaires la condition humaine, on va dire, ordinaire. Et on a peut-être du mal à l'imaginer aujourd'hui, alors que ce n'est heureusement plus le cas. Mais c'était presque consubstantiel à la condition humaine. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on n'en est plus à traiter l'immense masse des miséreux et des indigents sur notre territoire. Là, je vais parler de la France. Après les dimensions mondiales, l'aide au développement, etc. S'il y en a qui veulent l'aborder, on pourra le faire dans la discussion. Mais je vais me concentrer sur notre pays, puisque c'est là qu'on habite, et c'est là qu'on peut agir principalement, sauf avoir une vocation mondiale particulière. Mais pour le plus grand nombre, c'est ici que ça se passe. Donc on n'est pas dans cette situation où il faut résoudre des cortèges d'indigents et de miséreux à nourrir. Mais ça ne signifie pas que nous ne soyons pas confrontés à la pauvreté. Je l'ai dit avec le seuil de pauvreté, mais aussi des gens qui ont besoin d'un don immédiat. Il y a un document qui est intéressant, qui sort chaque année, c'est le rapport statistique du Secours catholique. C'est des statistiques qu'ils font sur les personnes qu'ils accueillent. Donc dans toutes les antennes du Secours catholique qu'il y a dans les paroisses, vous savez, les vestiaires où ils donnent des vêtements, de la nourriture, etc., qui accueillent des personnes qui vont vers le Secours catholique parce qu'ils ont des besoins qu'ils ne sont pas capables de satisfaire ou qu'ils ne peuvent pas satisfaire. Donc qui sont ces gens-là ? Je ne vais pas vous faire tout le rapport statistique du Secours catholique, mais je vais vous donner deux grandes dominantes. La première dominante, ce sont les étrangers, les migrants en fait. La plupart des migrants arrivent avec rien dans les poches, à part un téléphone portable. Donc effectivement, ils arrivent, on les voit quand ils sortent des bateaux, ils arrivent sans valise, quoi, sans rien. Je ne sais même pas s'ils ont quelques billets. Donc effectivement, ces gens-là ont un besoin immédiat d'être assistés. Et aujourd'hui, les accueils du Secours catholique jouent un rôle très important pour les migrants, et c'est à peu près la moitié du public aujourd'hui accueilli par le Secours catholique, et notamment des migrants d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord, mais beaucoup d'Afrique subsaharienne. Et la deuxième grande dominante des précaires, comme on dit, des gens qui ont vraiment des besoins, ce sont les femmes. Et les mères isolées, c'est la mère seule avec enfant qui n'arrive pas à s'en sortir, et on voit là tout le drame social, personnel et social que constitue le délitement de la famille, le divorce, etc. Le résultat, il est là. Les mères seules, beaucoup, les mères seules des milieux, on va dire, populaires, qui n'ont pas de profession intellectuelle supérieure, n'y arrivent pas. Donc elles vont aux accueils du Secours catholique pour remplir les besoins en vêtements, en nourriture de leurs enfants. Les mères et les femmes seules en général. Et donc c'est un point de fragilité. Donc 46% de mères isolées et femmes seules, dont certaines sont étrangères. Mais là on trouve, il y a aussi beaucoup de Français de souche, si je puis dire, qui viennent. Et puis après, c'est une autre catégorie, mais c'est vraiment l'indigent, ce qu'on appelle l'indigent dans la rue, le mendiant, le clochard, comme on dit. Je dis ça c'est l'appellation qu'on donne. Mais on en voit beaucoup sur nos trottoirs, donc ça augmente quand même. Ça augmente. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans la rue, le nombre de personnes qui sont obligées de mendier.
Après, c'est une situation un peu particulière. Donc ça, c'est une réalité qui concerne, on va dire, ceux qui manquent du nécessaire. Je reviens à cette distinction. Ceux qui manquent du nécessaire. Alors pour ceux qui manquent du nécessaire, il y a énormément de réponses qui sont données en France. Des réponses soit publiques, toutes les allocations, minima sociaux, etc. Et aussi des réponses privées qui sont les innombrables associations caritatives, notamment chrétiennes. Je rappelle que le Secours catholique, c'est quand même un très très gros acteur en France de l'action caritative, donc qui couvre beaucoup les besoins de ceux qui manquent du nécessaire. Donc vers qui nous sommes envoyés? Nous sommes envoyés vers ceux qui manquent du nécessaire, mais comme l'enseignait Jean Housset, il dit on ne va pas réinventer des choses qui existent déjà. Dans l'action des catholiques, les catholiques qui se mettent en action pour agir là où il le faut dans la société, n'allez pas là où déjà un besoin est pourvu. Donc on peut avoir, bien sûr, sentir un appel, une vocation à être au Secours catholique, à s'occuper des plus indigents, bien sûr, mais il n'y a pas un besoin politique immédiat de renforcer cette partie de la charité. Et beaucoup d'associations le font très bien d'ailleurs, et l'État met quand même beaucoup d'argent dans les amortisseurs sociaux. Alors, ceux qui manquent du nécessaire, j'en ai parlé, mais je vois une deuxième catégorie qui, à mon avis, mérite toute notre attention et vers qui il me semble que nous sommes envoyés quand nous pensons à agir dans la cité, agir dans la politique. Et c'est ce que je qualifierais de... Là, on va être davantage sur ceux qui ont qui ont des ressources faibles. Et je pense à toute cette France laborieuse qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, comme on dit. Et là, il y a de plus en plus de monde. Des gens qui travaillent, mais qui n'arrivent pas à vivre dignement du fruit de leur travail. Ça a été l'origine de la crise des Gilets jaunes, rappelez-vous. Gilets jaunes n'était absolument pas une révolte d'assister aux minima sociaux. Hein. On va dire la première phase des Gilets jaunes, avant que ce soit noyauté par la France insoumise, par les Antifa ou la France insoumise, c'était la France laborieuse périphérique, comme on dit. Hein, c'est la France rurale et des petites et moyennes villes, de tous ces territoires que le géographe Christophe Guilluy a appelé la France périphérique. Et qui représente, les gens qui habitent ces territoires, ça représente quand même 60% de la France. Hein, et 40% des Français habitent vraiment dans les grandes villes. Et bien là, on a bien vu avec la crise des Gilets jaunes où il y avait un besoin politique et social urgent. C'est-à-dire que la crise des Gilets jaunes a été une révolte de gens qui ne sont pas d'accord avec l'idée de travailler dur et de ne pas parvenir à vivre dignement du fruit de leur travail. Et c'est ressenti comme une injustice très forte. Et à juste titre, c'est une injustice. La doctrine sociale de l'Église insiste aussi sur la notion de salaire juste, par exemple. C'est-à-dire qu'un salaire juste, quelqu'un qui ne vit pas dignement du fruit de son travail est victime d'une injustice structurelle, une injustice de fait. Donc, le mouvement des Gilets jaunes, il s'est calmé. Il a été réprimé, puis après le temps a passé, puis tous ceux qui ont fait les Gilets jaunes et qui bossaient, eh bien, à un moment, il faut reprendre le travail. Artisans, commerçants, ouvriers, petits indépendants, etc., petits employés. Et à un moment, il faut revenir au boulot. Donc, ils sont revenus au boulot. Mais on n'a absolument pas traité le problème de fond. Des déséquilibres sociaux, des dimensions socio-géographiques, des déséquilibres et des fractures françaises, c'est une véritable fracture. On ne l'a pas traité sur le fond. On s'est contenté de faire le dos rond, de matraquer, puis après d'envoyer des milliards, de promettre des milliards. Hein, c'était suite au grand débat de M. Macron, mais ces gens-là, justement, ne réclamaient pas des milliards, mais ils réclamaient de vivre du fruit de leur travail. Là, on a je ne la qualifierais pas de révolte autant que les Gilets jaunes, mais il y a le mouvement des paysans, qui est quand même très vigoureux. Je ne le qualifierais pas de révolte parce que dans le mouvement Gilets jaunes, il y a une révolte populaire qui échappe à toute structure syndicale ou autre, hein, politique, où il y a quelque chose d'assez spontané, vraiment, où
où le peuple profond, laborieux, en a marre et se révolte, occupe des ronds-points, vient à Paris, se bat avec la police, etc. Et des gens qui n'ont pas grand-chose à perdre et qui n'hésitent pas à aller au carton. Le monde paysan est quand même bien structuré au niveau syndical et il y a encore une certaine maîtrise par les syndicats de la base, même si la base est toujours plus virulente que le sommet des syndicats. Et puis il y a aussi toutes les subventions européennes, etc., qui font que ça achète aussi un peu la paix sociale. Mais en soi, le mouvement paysan, il a le même ressort que le mouvement des Gilets jaunes. C'est des gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à vivre dignement du fruit de leur travail. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose à faire, une réponse politique à donner. Je vais prendre un exemple, parce qu'on ne va pas faire toute la soirée sur la question agricole, ça mériterait une conférence à part entière, et pas par moi, mais plutôt par un spécialiste. Mais si on regarde ce qui arrive dans notre assiette, vous avez 3 niveaux. Vous avez celui qui produit, le producteur, vous avez celui qui transforme, donc c'est l'industrie agroalimentaire, et vous avez celui qui distribue, donc le commerçant. Et là, on pense bien sûr aux grandes surfaces, à la grande distribution qui, quand même, vit bien. Et justement, la grande distribution vit bien. Et là, on voit bien qu'il y a un problème. Parce que les 3 maillons de la chaîne, d'une chaîne économique, le même environnement que l'environnement agroalimentaire. Celui qui produit vit mal, n'arrive pas à vivre dignement du fruit de son travail. Du moins, certaines catégories de ceux qui produisent n'arrivent pas à vivre dignement du fruit de leur travail, pas tous, mais c'est certaines, par exemple, les producteurs de lait ou d'autres, etc. Donc, on va prendre le producteur de lait. Le producteur de lait, il n'y arrive pas. Celui qui transforme, Danone, Lactalis, etc., ils vivent bien aussi. Il suffit de regarder les résultats économiques de cette entreprise, ça va bien. Et la grande distribution, messieurs Leclerc, Intermarché, tout etc., ça vit bien aussi. Donc on voit bien qu'il y a un problème structurel dans la justesse du partage de la valeur ajoutée sur la chaîne. Il y a bien un moment où il y a un coût de production, un prix de vente au bout, et une valeur ajoutée qui se déploie sur une chaîne avec 3 grands pôles d'acteurs. Et on voit bien qu'il y en a qui gagnent trop par rapport à ceux qui vivent passer. Donc l'action politique, elle sert aussi à ça, à corriger des déséquilibres qui s'installent du fait de rapports de force qui existent. Quand il y a un rapport du fort au faible, le fort a tendance, comme on dit, à abuser de sa force. Et la fonction de la société et du politique, c'est de maîtriser le fort pour instiller de la justice. Donc là, il y a sur ces catégories-là, pour moi, ce sont des pauvres vers qui nous sommes envoyés aujourd'hui, et notamment nous les catholiques qui sommes engagés ou qui voulons nous engager dans la vie civique, et qui le faisons. Et c'est la grande question sociale aujourd'hui. Le catholicisme social dont nous avons besoin aujourd'hui, il est, à mon avis, là, le cœur du terrain d'action, du terrain politique d'action, est là. Au XIXe siècle, il était dans les usines, très clairement. Donc, on a agi vis-à-vis des ouvriers. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une classe sociale qui est concernée. C'est différentes classes sociales avec différentes réalités sociales et géographiques. C'est beaucoup plus complexe, en fait. Et la fracture est plus grave en ce sens où elle est plus large et plus transversale, où elle touche des territoires français, des terroirs français qui représentent 60% de la France, des Français qui y habitent. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui y habitent, le notaire, où il y a quand même des boulangers qui vivent bien, dans des petites villes, je ne dis pas. Mais ça veut dire que ce sont des terrains de fragilité, comme dit Christophe Guilluy. Il a basé toute son analyse sur des indices de fragilité. Et on voit bien que c'est une grande masse de personnes qui ont besoin de réponses politiques à des injustices structurelles et qui ont besoin d'une action forte en leur faveur. Et il y a un troisième point, donc j'ai dit vers qui sommes-nous envoyés. J'ai parlé de ceux qui manquent du nécessaire, j'ai parlé de ceux qui ont peu de ressources mais qui travaillent, donc ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et puis il y a, à mon avis, un troisième point, et vous compléterez peut-être si vous avez d'autres idées derrière, vous en aurez sûrement, sur une dimension moins matérielle. Là, on est sur les revenus quand même, ce qui est important, il faut bien se nourrir, etc. Mais
Sur le plan immatériel, il y a la question éducative et la question culturelle. Et là, c'est la pauvreté immatérielle. La difficulté pour les parents aujourd'hui d'éduquer leurs enfants est encore plus fort à partir de la génération de ceux qui sont nés, on va dire, après 2000. Là. Et vous êtes né en quelle année, jeune homme? 2003. 2003. Voilà, ben là, on a un jeune homme qui a reçu une bonne éducation. Eh bien, c'est une génération dans laquelle il y a des problèmes éducatifs, ce n'est pas la seule, mais qui sont assez importants. Et on pourrait dire qu'en France, la situation éducative est presque hors de contrôle aujourd'hui. C'est presque hors de contrôle. Les enseignants n'arrivent plus à enseigner. Ah ben j'arrive plus à enseigner. Ah, ils n'arrivent plus à enseigner. Ah ben il faut que l'école fasse quelque chose. L'école, s'il n'arrive pas des enfants éduqués à l'école, elle pourra faire tout ce qu'elle veut, elle n'y arrivera pas. Il faut des moyens. Hein? Il faut des moyens, voilà. C'est parce qu'on manque de moyens. J'ai entendu à propos des proviseurs menacés de mort, là, notamment un proviseur d'un lycée parisien, lycée Voltaire, je ne sais plus le nom. J'ai entendu ce matin un syndicaliste enseignant à la radio dire que c'était un manque de moyens et qu'il fallait aussi davantage de dialogue avec les parents de ces enfants pour qu'ils comprennent l'importance de vivre ensemble. Voilà. Et on voit le déni qu'il y a du problème. Là, on est sur un problème qui touchait au voile islamique, hein, sur ce lycée. Là, les plaintes des proviseurs touchent beaucoup les questions liées au voile islamique, aux marqueurs identitaires, alimentaires de l'islam, etc. Mais il n'y a pas que ces enfants-là pour lesquels la situation éducative est de plus en plus hors de contrôle. Les enfants français, beaucoup aussi, sont hors de contrôle. Après, on se dit, bah oui, il y a du harcèlement partout. Genre, il y a toujours eu du harcèlement, hein, bien sûr, mais là, on arrive à des niveaux très élevés. Donc, cette situation éducative est hors de contrôle. Et on voit bien qu'il faut reprendre en main l'éducation. Et ça commence par la famille. Donc, les catholiques sont souvent engagés sur les questions familiales. Et bien, ils ont raison, parce qu'ils ne s'engagent pas pour défendre des vieilles lunes ou des vieux modèles patriarcaux passés qui n'ont plus d'avenir. Non, non, ils s'engagent concrètement pour défendre la stabilité de la structure familiale, parce que cette instabilité de la structure familiale crée la difficulté qu'on voit aujourd'hui. Si les familles ne sont pas d'aplomb, pour parler comme les paysans, si la famille n'est pas d'aplomb, l'école, elle ne fera rien. Elle ne pourra rien faire. L'enseignant, il pourra faire tout ce qu'il veut. On pourra mettre 10 enseignants par classe, ça ne changera rien. On peut mettre des vigiles partout, il y aura moins d'insécurité, mais on voit bien qu'on n'a pas... Ce n'est pas le but d'une société d'avoir une école avec des vigiles. Hein. Moi, ce matin, je suis passé devant un lycée parisien, en traversant le 16e arrondissement, je suis arrivé par la porte Dauphine. Il y avait quand même 2 vigiles de sécurité privée devant l'entrée du lycée. Hein. On parle d'un lycée du 16e arrondissement. Hein. Voilà. Donc, ça m'a frappé, quoi. Donc, promouvoir l'éducation. Mais ça mérite des conférences. On pourrait faire un cycle de conférences là-dessus, bien sûr. Et le deuxième point, parce que là, il y a une pauvreté incroyable. Il y a plein de parents qui n'y arrivent plus. Hein. Les AFC font beaucoup d'ateliers pour aider les parents, etc. Les pouvoirs publics font ce qu'ils appellent de l'aide à la parentalité, etc. Essayer de mettre en place des trucs. On voit bien que là, il y a un gros problème. Et le deuxième point, c'est la pauvreté culturelle. Agir sur la culture, il faut agir sur la langue, il faut aller sur le langage, sur le vocabulaire. Et donc ceux qui se sentent des compétences, de l'appétence et des talents sur ces domaines-là, bien sûr, peuvent agir sur la dimension culturelle, la langue, l'histoire, tout ce qui peut produire une fierté commune, tout ce qui peut conduire à un sentiment d'appartenance, etc., etc. Donc ça, ce sont des terrains qui me semblent décisifs. Et je pense que j'ai fait le tour de 3 aspects qui me paraissent importants, et il y en aura d'autres, on va dire des pauvres vers lesquels nous sommes envoyés aujourd'hui, et j'ai dessiné, il me semble, les contours de ce que doit être aujourd'hui un catholicisme social en action. Et merci pour votre attention.
Alors, pour l'échange avec la salle, il y en a qui vont arriver par les moyens vidéo. Là, s'il y en a sur la messagerie vidéo, j'évite d'utiliser les mots anglais. Ouais, il y a une question. Il y a une question de la vidéo. Alors, vous axez à juste titre votre présentation sur la pauvreté matérielle, mais dans notre société, la pauvreté intellectuelle n'est peut-être pas aussi un sujet. Oui. Je pense que la personne a posé la question peut-être juste avant que je boucle là-dessus. Oui, c'est un sujet énorme pour moi. Moi, je dis, je ne sais pas comment faire, mais donner du vocabulaire aux enfants déjà. Donner du vocabulaire, c'est leur donner des armes pour penser, des armes pour avoir un sens critique, des armes pour... Mais il faut des mots. Personne ne peut penser sans avoir les mots. Quand on n'a pas de vocabulaire, on devient violent. On devient violent, oui. Une grande partie de... Oui. Henri dit, si on n'a pas de vocabulaire, on devient violent. C'est exactement ça. Des jeunes deviennent violents parce qu'ils n'arrivent même pas à mettre un mot sur ce qu'ils voudraient dire. Exprimer. Ou s'ils essaient d'exprimer, on ne comprend pas ce qu'ils veulent dire. Donc du coup, ils mettent une baigne. Voilà. Hein, c'est ça. Un peu d'expression. Voilà, un peu d'expression. Donc du vocabulaire et puis la pauvreté intellectuelle. À mon avis, ça passe beaucoup par la langue et le vocabulaire, déjà, pour le plus grand nombre. Et puis un fond de culture, repérer à peu près comment s'est structuré notre pays, quoi, au minimum depuis l'Empire romain, les Gaulois, jusqu'à nos jours, avoir une idée quand même de la trame chronologique des choses, et puis un peu de fierté autour de ça. Pauvreté intellectuelle. Il y a la pauvreté spirituelle, mais ça, c'est davantage... Moi, c'est pas ma spécialité n'est pas la prédication. Donc, je parle toujours mal des choses spirituelles. Je sais quoi, j'en parle pas en mal. Hein, j'ai dit, je ne suis pas doué pour ça. Donc, pour la prédication. Donc, mais bien sûr, il y a des besoins spirituels. D'ailleurs, on voit bien que dans l'enseignement de l'Église, la question de la finalité, elle est toujours spirituelle. Hein. La finalité ultime, c'est le salut, toujours, de toute chose qui concerne cette terre. Voilà. Alors, question, jeune homme. Oui, je vais vous demander, vous nous avez parlé donc des différentes pauvretés, des différents pauvres. Je voulais vous demander, pour les indigents, ce qu'on a appelé les indigents, est-ce qu'on peut juger aussi, pas par le mérite, mais par la volonté des pauvres? Je m'explique. Souvent, on a enfin, moi j'ai eu l'occasion en Normandie de m'occuper des gens de la rue. Oui. Et il y en a qui n'ont plus ou pas la volonté de sortir, qui se laissent porter par la charité, justement. Oui. Est-ce que, comment agir, comment juger, que faire face à ces cas de stagnation sociale et autres? Votre prénom? Pierre. Pierre, alors je résume pour ceux qui suivent à distance, qui n'ont peut-être pas bien entendu. Pierre a une expérience d'accueil des gens de la rue, donc vous voulez mettre le débat sur la question des indigents, c'est-à-dire ceux qui manquent du nécessaire, et dit, il a constaté, Pierre, que certains ne font pas le nécessaire pour s'en sortir, se laissent porter par la charité qu'ils reçoivent, etc. Et qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'il faut continuer à les aider? C'est ça, hein, la question. Je ne sais pas s'il y a une réponse théorique. La réponse pratique, c'est l'exemple des grands saints qui ont fait la charité. Je pense, si on prend Saint Vincent de Paul, il n'a pas fait ce tri, Saint Vincent de Paul. Il n'a pas fait le tri entre les bons pauvres et les mauvais pauvres, d'une certaine manière. Il y a toujours quelque chose d'ambivalent dans l'aide aux indigents, c'est-à-dire que celui qui refuse absolument de se faire escroquer par un pauvre, il ne faut pas qu'il s'occupe d'un pauvre. J'espère que ça ne va pas être mal pris ce que je dis, mais quand on vit à la rue, on apprend à être un peu roublard. Hein, on apprend c'est normal. Hein, la misère, puisqu'on parle de la misère ne produit pas de vertu en soi. Au contraire. Hein, la misère réveille la bête en l'homme, dit, je crois que c'est Hugo dans Les Misérables. C'est ça, la misère réveille la bête en l'homme, dit Hugo dans Les Misérables. Donc je ne dis pas que les miséreux sont des bêtes, mais je dis qu'il y a une réalité, effectivement, que
à mon avis, c'est l'expérience commune de toute personne qui a aidé à un moment ou à un autre, des gens qui, qui manquent du nécessaire. C'est qu'à un moment où souvent ça arrive qu'ils abusent de la générosité, etc. Donc après, j'imagine, tout dépend du type de relation qu'on peut avoir avec la personne. Quand vous suivez une personne qui suit une personne indigente de manière plus continue, on va peut-être pouvoir aider à l'éduquer sur ce point-là. Les gens de la rue, c'est plus compliqué, j'imagine, parce qu'il n'y a pas forcément une relation suivie. On voit la personne, elle est là. C'est des gens qui vivent dans un univers de violence, tu as dû l'observer, très forte. La rue est très très violente, hein. Beaucoup de morts violentes pour les gens qui vivent à la rue. Et donc, je pense qu'il n'y a pas tellement de réponses théoriques et qu'il faut prendre l'exemple des grands saints qui savaient fermer les yeux sur certaines choses et qui continuaient à donner la charité. Après, la réponse politique concerne davantage le lien entre l'assistanat et les revenus. C'est-à-dire que là où il y a à agir très certainement politiquement, et ça beaucoup de gens le disent, c'est qu'avec certains minima sociaux, des gens n'ont parfois pas intérêt à reprendre un boulot, à reprendre un travail. J'ai vu un reportage de France Travail, maintenant on appelle ça comme ça, l'ex-ANPE, qui est après devenu Pôle emploi, et maintenant France Travail, chaque fois ils changent de nom, donc de logo, etc. Mais et j'ai vu un documentaire où les conseillers Pôle emploi ou France Travail maintenant témoignent de ça, qu'il y a vraiment un problème, que parfois des jeunes ou des moins jeunes disent bah non, je n'ai pas intérêt là, non, j'ai intérêt au bout de mes droits en fait, de mes droits au chômage, etc. Donc là il y a quelque chose à faire, mais ça c'est différent effectivement. Alors Jacques peut-être avant, on allait dire priorité à la jeunesse, maintenant Jacques, et après Henri. Je voulais dire que, en ce qui concerne les migrants, oui. Les migrants, ils migrent pas par plaisir. Non. Ils migrent pourquoi? Ils migrent parce qu'ils sont dans une situation où il y a des guerres et où il y a des personnes déplacées. Et on les met dans des camps. Et pourquoi il y a des guerres? Parce qu'il y a des tensions entre les grandes puissances. Entre les grandes puissances qui cherchent à... occidentales ou... Oui, Occident. Enfin, les rivalités. Chine, Russie, Occident. Russie, Occident. On peut dire, pour simplifier, beaucoup, c'est qu'en 1945, les industriels, aussi bien russes qu'américains, au lieu de reconvertir leur industrie dans une industrie de paix, ont continué à produire des armes et à les vendre un peu partout. Et puis quand il y a des armes, eh ben, on finit par les utiliser. Et les populations sont déplacées, se réfugient chez nous. Et à partir du moment où les gens sont déplacés, ils ne peuvent plus vivre sur le territoire. Hein, donc il faut les nourrir. Donc ils présentent ils vivent d'un assistanat et ils fichent le camp, quoi. Il n'y a plus d'espoir dans leur pays. Bah, si on prend, c'est vrai, si on prend des pays pas comme le Mali, par exemple, comme l'Afghanistan, qui envoie aussi beaucoup de réfugiés, la Syrie. Après, il y a aussi des pays d'Afrique subsaharienne avec une forte migration de jeunes hommes, très jeunes, qui ne viennent pas forcément de pays ou de zones en guerre. Hein. Ouais, quand même. La réalité est plus disparate. Il n'y a plus d'espoir. Mais je n'ai pas les statistiques. Il n'y a peut-être pas de guerre, mais il y a des régimes dictatoriaux tels qu'il n'y a pas d'espoir dans ce pays. Oui, où ils ont un espoir meilleur en venant chez nous, quoi. Très bien. Henri? C'est plus un témoignage, en fait, impliqué dans des centres
d'action sociale, centres communaux d'action sociale, ce que j'observe depuis maintenant un certain nombre d'années. Et c'est pas, je ne relativiserai ce que vous dites, monsieur, notamment tous les migrants qui viennent dans une ville comme la nôtre, qui est une ville plutôt catégorie riche, on retrouve des analyses, notamment de familles démolies, des mères célibataires, etc. Des migrants, beaucoup d'immigrants qui sont en OQTF et qui viennent parfois même de pays où on a refusé, enfin de pays où la France refuse de leur donner les papiers normaux parce qu'ils viennent de pays qui ne sont pas en guerre. Je me souviens une fois, j'ai posé la question plusieurs fois à la même réunion, mais d'où vient cette personne? Et celle-là, et celle-là. 3 fois de suite, c'était le Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est quand même un des pays qui fonctionne plutôt le mieux en Afrique, en général. Bon, après, il y a eu la guerre, mais ça, c'est fini. Ben voilà, et ça, c'est un témoignage. On voit bien, de toute façon, les dégâts que font les familles décomposées par rapport, effectivement, au divorce, etc. Et puis, pour répondre au jeune homme aussi, il y a un certain nombre de gens qui, mal formés, qui, justement, qui sont un peu dans la violence, ne savent plus prendre forcément le recul par rapport à des situations. Ils sont dans un emploi, pour une raison ou pour une autre, ils se font attraper par un chef, ils démissionnent tout de suite. Alors non seulement ils perdent tout droit, puis après ils viennent chercher de l'aide. Donc, mais ça, c'est aussi un problème de formation et de réflexion par rapport à ça. Donc ils se mettent en difficulté aussi parfois vraiment de leur propre fait. Voilà, plutôt un témoignage que je voulais donner. Oui, oui. Sur les jeunes et l'emploi, comme il y a un problème d'éducation, ils arrivent dans les boîtes ou à l'usine ou autre avec un problème de savoir-être, comme on dit. Donc, moi, je discutais avec... moi, j'ai des clients dans le monde industriel, comme consultant en communication. Un DRH me disait, aujourd'hui, un jeune qui arrive avec un bon savoir-être, de la fiabilité, capable de se lever le matin et de respecter des horaires et d'être globalement fiable et un comportement bien, et ça, c'est les pépites qu'on cherche. Et il dit, ce qui me frappe, le gars a passé il a plus de 30 ans de métier dans les ressources humaines, il me dit, en fait, il y a 30 ans, c'était la base. Pour pouvoir être embauché, il fallait ça. Aujourd'hui, c'est plus la base, c'est un facteur discriminant au sens positif du terme. Et on voit dans certains métiers des jeunes avec peu de bagages au départ, mais avec un niveau d'éducation, etc. C'est tapis rouge dans l'hôtellerie, la restauration, dans le bâtiment, chez les couvreurs, etc. Le jeune qui arrive qui en veut, qui bosse bien et qui a un peu de savoir-être, il se fait une place et il peut très correctement gagner sa vie dans des métiers comme hôtellerie, restauration, bâtiment. Et se faire des carrières. Ou dans l'industrie. Hein. Moi, j'ai vu dans l'industrie un jeune, il était en échec scolaire quand il est arrivé à l'usine. Il était en échec scolaire. Il a fait un CAP en alternance. En fait, il était malin, le gars. Et il avait un peu de vocabulaire en plus, c'était le base. Et il a fait son CAP. Après, l'employeur lui a dit, attends, tu vas faire un bac pro. Hein? Il a fait son bac pro, il a refait un contrat d'alternance au bac pro. Puis après, il dit, il s'appelait Alexandre. Alexandre, tu vas nous faire un petit BTS, là, hein, ingénierie, je ne sais pas quoi, mécanique ou autre. Ah ouais, tiens, un BTS. Hop, il fait son BTS alternance. Après, l'employeur dit, bon, Alexandre, on va faire un ingénieur, c'est bien. Hein. Donc, hop, ils lui ont fait un contrat. Et ils l'ont emmené jusqu'à être ingénieur. Et aujourd'hui, il dirige une petite unité de production de dépolissage de bouteilles. Il est directeur de production, il a 50 personnes dans cette petite unité. Voilà. Et moi, c'est mon client depuis 20 ans. Quand j'ai vu arriver ce gamin, il était là en CAP, fabuleux. Donc, l'ascenseur social, c'est possible, mais il faut de l'éducation. Ouais. Et il faut un cadre qui sache le pousser. Ouais. Dans ces boîtes, il y a ces cadres-là. Ouais. À la fois au plus haut niveau du management et dans le management intermédiaire. Alors quand ils ont un jeune comme ça, c'est bon, ils ne le lâchent pas, quoi. Il est choyé, il est machin, etc. Après, c'est le milieu industriel, donc il faut répondre. Il ne faut pas se faire piquer par un concurrent. Ouais, ça arrive. Il y a d'autres questions, là, Quentin ou... Une question à l'auteur. Une question? Non, mais je voulais simplement peut-être revenir sur la question des pauvres et de l'immigration, justement. Oui.
Enfin, ça me paraît, en tout cas, moi, ça me paraît assez central dans la mesure où ce sont des gens qui n'ont rien, qui n'ont ni terre, ni éducation, ni parfois même pas la capacité de s'exprimer, entre autres. Mais simplement, c'est aussi la question de est-ce que la charité doit être faite à tout prix? J'entends par là que est-ce que c'est bien responsable de, même si c'est pas au niveau individuel que ça se passe, de laisser passer, en tout cas d'insister, voilà, ils ont besoin de nous. Il n'y a pas d'espoir dans leur pays, comme vous disiez, monsieur, ce qui est parfois vrai. Mais est-ce que c'est le bon combat? Je pense que c'est une réflexion qu'on pourrait se faire, que d'avoir cette attitude d'accueillir et d'aider, alors que, justement, oui, on disait, il y a beaucoup de jeunes hommes qui fuient les pays comme le Moyen-Orient, l'Afrique, alors que c'est la force vive des pays qui s'en va. C'est ça qui est assez terrible, c'est que c'est des jeunes hommes, des jeunes femmes qui ont tout à faire en soi, c'est sur eux que repose l'espoir. Et donc, je voulais aussi ajouter cette deuxième réflexion qui est celle de... on voit que ces gens-là peuvent être très compétents, c'est pas la question, justement. Qu'est-ce qui les pousse à partir? Pourquoi, puisque tout est à faire là-bas, pourquoi n'ont-ils pas ni les moyens, ni le courage, pas le courage, mais en tout cas la volonté de rester la stabilité politique. Oui, c'est mais Parce qu'il y a la corruption partout. oui, ce sont des pays très corrompus, c'est vrai. Non, on peut imaginer que légitimement un jeune puisse imaginer un avenir meilleur en venant en Europe. C'est-à-dire que ça puisse venir à l'esprit d'un Ivoirien, même s'il n'y a pas la guerre en Côte d'Ivoire, et que des institutions maintenant à peu près stables en Côte d'Ivoire, certainement pas parfaites, il doit y avoir aussi pas mal de corruption en Côte d'Ivoire comme ailleurs. Même dans ce cas-là, on comprend le schéma qui peut emmener un jeune Ivoirien de se dire mais je serai mieux en Europe, je gagnerai mieux ma vie, etc. Donc je vais venir. Ça c'est sûr. Après, il y a notre responsabilité à nous. Donc vous disiez Pierre, on prend des forces vives là-bas, ce qui est vrai, puisqu'il y a énormément d'immigrés qui viennent en France, qui ne posent pas de problème quand même, et qui bossent justement beaucoup dans la restauration, dans le bâtiment. Alors, des Maliens dans le bâtiment, il y en a vraiment beaucoup, dans la restauration aussi, etc. Et parce qu'ils sont travailleurs et compétents, etc. Mais l'immigration, notre responsabilité est engagée parce que l'immigration a été de masse, en tout cas, au-delà des questions des réfugiés et des guerres qu'il peut y avoir ici ou là, a toujours été considéré par le patronat, comme dirait Georges Marchais, comme une ressource à utiliser. C'est-à-dire qu'ils ont fait venir beaucoup d'immigrés dans les 30 Glorieuses pour la reconstruction, etc., donc de travailleurs immigrés. Et après, le CNPF, à l'époque, Centre national du patronat français, est allé à l'Élysée à dire maintenant il faut qu'il reste. Il dit la meilleure manière qu'il reste, c'est de faire venir la famille. Donc c'est le patronat français qui a recommandé le groupement familial. Ouais, dans l'automobile. Donc effectivement, il y avait besoin de ces ouvriers donc, à Aulnay chez Citroën, à Poissy chez Peugeot, à Flins chez Renault, à Sochaux chez Peugeot, etc. Bon, et aujourd'hui, c'est la même chose. Quand Angela Merkel a dit « nous pouvons le faire, on va prendre 1 million d'immigrés », c'est le patronat allemand qui lui dit « on veut 1 million de bras », etc. Donc on a une responsabilité. Alors on fait venir beaucoup d'immigrés, de travailleurs immigrés. C'est aussi une manière de faire pression sur les salaires, à la baisse, hein, pour le patronat. Ces gens-là ont le sens de leurs intérêts bien compris. Eh bien, on fait venir, effectivement, on prive ces pays de force vive, et nous, on se retrouve avec des difficultés d'ordre culturel après. Même si énormément d'immigrés sont travailleurs et ne posent pas de difficultés, il ne reste pas moins qu'une grande partie de l'insécurité, on va dire, de délinquance ordinaire de rue, aujourd'hui, est liée à l'immigration, ou à des gens qui sont issus de l'immigration. Donc, le rôle du politique, c'est de maintenir la nation, la communauté civique dans son être, déjà. Hein, donc, un bon politique, il construit des ponts où il faut mettre un pont, il construit un mur où il faut mettre un mur. C'est-à-dire que toute cité a toujours eu des portes, des murs, des ponts, des portes, ça s'ouvre, ça se ferme. Pour moi, il y a un devoir impérieux de régulation de la part de l'autorité politique. On ne peut pas laisser comme ça. Il y a un devoir régalien. Et c'est un devoir premier. Et alors là, il y a, comme on dit, dans l'ordre de la charité, en tout cas, celui qui a une responsabilité politique en France
Et bien ceux qui lui sont confiés, c'est d'abord les Français et la France. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des nécessités mondiales, et ça ne veut pas dire que la France ne puisse pas être un pays d'accueil. C'est ça, tout n'est pas, c'est pas absolument tout ou absolument rien. Que la France soit une terre d'asile et d'accueil, que ce soit dans la tradition française, c'est vrai. On ne peut pas dire le contraire. Mais on a toujours accueilli, on a défendu les chrétiens persécutés. Enfin, la France a toujours eu une dimension mondiale, universelle. Donc c'est vrai qu'on peut, mais après il y a une question de mesure et de capacité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà de ses capacités. Et là, à mon avis, on est allé très au-delà de nos capacités, notamment de nos capacités d'intégration culturelle. Aujourd'hui, la cohésion, on ne voit plus où elle est. Les gens disent on ne peut plus vivre ensemble. Bah, oui. Alors on a une question qui vient de ceux qui assistent à distance. Est-ce que l'incapacité à faire même le minimum n'est pas aussi une forme de pauvreté? L'incapacité à faire même le minimum, le minimum qu'on devrait faire pour la pauvreté, n'est pas elle-même une forme de pauvreté? Je ne comprends pas bien le sens de la question. Alors je pense que c'est pour dire, est-ce que même la difficulté qu'on a à soulager la pauvreté, etc., n'est pas aussi une pauvreté qui nous est imposée? Ah oui, oui. Oui. On est pauvre face aux pauvres, en quelque sorte, c'est ça? Ça signifie. C'est-à-dire qu'on veut aider, on veut faire de charité, mais c'est cette pauvreté personnelle de ne pas trop savoir comment s'y prendre ou de ne pas faire les choses bien. Ouais, je crois que ça, c'est la condition humaine, ça, qui est largement partagée, que chacun est pauvre de quelque chose. On est limité. Donc on a nos limites face à c'est une difficulté. Hein. Parfois, quand il y a des périodes de grand froid, que vous rentrez chez vous et que vous voyez des gens sur le trottoir, mais vous dites, mais comment est-ce possible que nous, qui avons une maison avec chauffée, on n'accueille pas ces gens pour qu'ils dorment au chaud? Il y a 120 ans, dans un village, personne ne dormait dans le froid dehors. C'est-à-dire s'il y a un indigent qui passait, même qu'on ne sait pas, au minimum, on pouvait le mettre au chaud avec les bêtes qui donnent de la chaleur, etc., dans l'étable, etc. Et là, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je me dis, mais comment c'est possible? Et puis, moi, j'ai jamais fait rentrer chez moi en me disant, tiens, viens dormir à la maison un inconnu. Donc c'est une limite énorme. J'ai 5 enfants à la maison, je vais faire venir un inconnu dans ma maison à 11h, 10h du soir, je ne sais pas qui il est, etc. Je vais l'installer dans une... Et qui fait ça? Peut-être des gens, des héros, mais moi je l'ai jamais fait. Donc c'est une limite énorme, quoi. Hein? C'est vertu de prudence, tu dis, Henri. Voilà. Donc oui, là, cette limite, elle est forte. J'imagine que Pierre, vous avez dû l'expérimenter dans la rue, là, dans les maraudes. Oui, c'est souvent. Du coup, c'est souvent le problème, c'est que c'était dans le cadre de l'Ordre de Malte et l'intérêt, c'est beaucoup plus d'apporter de la chaleur humaine qu'autre chose. Bon, parce qu'un repas chaud, un café ou des vêtements à l'occasion, mais ça change pas la vie, quoi. Donc on est plus là pour leur parler. Mais effectivement, on a envie de faire plus. Souvent, on sent qu'il manque vraiment peu pour avoir une forme de déclic. Il manque souvent de l'espoir. D'ailleurs, vous parlez d'espoir, c'est ce qui leur manque pour beaucoup. C'est de tout âge, mais vous savez, ils bossent, ils font de l'intérim, mais en fait, ils gagnent 2 francs 50, donc ça leur donne pas envie de continuer, il n'y a pas de stabilité en vue. C'est souvent ça qui fait que nous, on est là pour essayer de donner, même, vous parliez qu'on ne meurt pas de faim en France. C'est vrai, parce que quand on leur parle, ils ont des adresses, ils ont tel jour, c'est là-bas, ils savent où aller pour manger, mais en fait, ils stagnent entre ces points de distribution. Et il n'y a jamais plus à leur offrir que le minimum. C'est ça, pour moi, qui m'a frappé, c'est qu'on voit qu'il manque à la fois peu, mais c'est ce qui est pourtant vraiment l'essentiel. Oui. D'autant qu'il n'y a pas que la nourriture, il y a aussi la santé, parce que... Il y a l'administratif, les papiers, les trucs, les machins.
l'espérance de vie à la rue est très basse. Hein. Et pas seulement en raison de la violence, parce qu'il y en a qui meurent, hein, coups de couteau, etc. Ils à la boivent rue. aussi beaucoup. Ils boivent beaucoup, donc aussi sur le plan de la santé. Ouais. Bah, À la rue, on ne tient pas très longtemps. Hein. la conséquence, c'est qu'ils dorment pas. Ils dorment pas. En fait, ils somnolent, ils sont ivres en permanence, et, Ouais. ils somnolent, ils se font réveiller, ils repartent boire dès qu'ils sont réveillés. Il y a une part, je me demande s'il n'y a pas une part incompressible de marginalité dans toute société. Il y a une société très opulente, où on donne tous les minima sociaux, où, comme on dit, ils savent où aller trouver un bol de soupe chaud l'hiver, etc., et se nourrir. Il y a toujours une part de gens qui vivront en marge, qui ne trouveront pas de boulot, qui n'arriveront pas à travailler, ou qui manqueront de stabilité, qui auront besoin de la charité publique, en fait, quoi, des gens. Mais justement, c'était une question que je me posais en vous entendant parler de ça. Est-ce que l'augmentation du niveau de vie en France, en Occident de façon générale, n'a pas précipité une forme de pauvreté Je m'explique, on parlait du XVIIe siècle, à une époque, les paysans étaient certes pauvres, mais en fait ils étaient plutôt simples pour prendre la majorité de la population. Aujourd'hui, vivre simplement, ça implique beaucoup de choses. On prend le minimum, un frigo, une maison, chauffage, peut-être une télé. Oui. L'eau courante, Internet. Ouais, c'est ça, ce genre de choses. En fait, c'est un peu lourd de vivre simplement aujourd'hui, d'une certaine façon. C'est plus, oui. C'est ça. Est-ce que le fait que l'opulence, dont on parlait à l'instant, c'est pas aussi un facteur de pauvreté, mine de rien, en fait? Ouais. Et que dès qu'on perd un peu, on perd beaucoup. Ouais. Alors que jadis, on endurait plus facilement, c'était dans la condition ordinaire d'avoir vraiment le strict minimum. C'est vrai qu'aujourd'hui, le strict minimum est au-dessus. Bah, ce qui est une bonne nouvelle, ça veut dire aussi que ça progresse un peu. C'est-à-dire que si les besoins de base sont un peu plus élevés, ça veut dire que globalement, il y a ça s'élève en niveau de vie. Quand on dit c'était mieux avant ou pas, il y a des choses qui étaient mieux avant peut-être, mais de ce point de vue-là, je pense quand même que l'époque où, comme on disait tout à l'heure, l'indigence était presque consubstantielle, l'indigence du plus grand nombre, du moins, étant consubstantielle à la condition humaine, je pense que c'est mieux aujourd'hui, moi je trouve. La santé aussi, oui. Se faire arracher une dent au XVIIe siècle, vous voyez le truc, c'est horrible. C'est pour ça qu'ils sont menteurs, les dentistes. Ils ont toujours été obligés de mentir, les dentistes. Non, ça va pas faire mal, ça fait un mal de chien. Menteur comme un arracheur de dents. Ouais. Je ne sais pas si j'ai... Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres... Eh bien, nous arrivons au bout, il est 21h32. Donc j'ai parlé 1 heure, hein, vous avez vu, j'ai respecté le temps imparti. Et on a passé 30 minutes sur les questions. C'est exactement ce qui est prévu par le calendrier. Il me reste à vous remercier d'avoir assisté à cette séance. Et je vous souhaite un bon visionnage à ceux qui la regarderont en différé. Moi, c'est le match de foot que j'essaierai de regarder en différé. Prochaine séance, ça sera le mardi 2 avril. Les défis de la mondialisation, libre-échange ou protectionnisme. Donc là, on va aborder un enjeu contemporain, assez actuel en plus, hein, puisque la question du libre-échange et du protectionnisme est aussi très disputée dans la question agricole, avec tous les traités de libre-échange dénoncés par beaucoup de paysans. Donc défi de la mondialisation, et nous aurons un expert parmi nous, ce sera Pierre Delozin. Pierre Delozin, qui est ancien délégué général de l'Association des sociétés financières, fait toute sa carrière dans la finance. C'est un grand connaisseur de la doctrine sociale de l'Église, président de l'Association des économistes catholiques, intervenant de l'Académie d'études sociales, quelqu'un de passionnant, Pierre Delozin, avec une véritable expertise, et puis avec beaucoup d'intelligence. Je ne sais pas s'il est énarque, polytechnicien, ou les deux, peut-être, je ne sais plus. Hein, un des deux. Enfin, Pierre Delozin. Donc, on se retrouvera avec Pierre Delozin le mardi 2 avril. Merci de nous avoir suivis. Et bonne soirée et bon match à ceux qui vont le regarder. Au revoir.